jeune et déjà au sommet. Les invités que nous recevons cet après-midi ont réussi la prouesse de se faire une place parmi les plus grands chefs étoilés français. Quand on se donne à fond, quand on se donne les moyens et qu'on a la passion, on peut tout faire. Après un parcours scolaire difficile, Baptiste trouve son salut dans la cuisine. Le jeune breton travaille pour Alain Ducasse et Éric Fréchon lorsqu'il décide de reprendre la crêperie familiale pour en faire une institution. Au début, les 6 premiers mois étaient très compliqués. Et là, en 3 ans, on a décroché cette étoile au guide Michelin. On n'en a jamais fait trop, on a fait les choses sincèrement, quoi. Né au Brésil, Tabata a trouvé sa vocation et son mari grâce à la cuisine. Sa motivation et son talent lui ont permis d'être repéré par un monument de la gastronomie française, Nicolas Lebec. Je veux faire cette cuisine-là, je veux apprendre ça. Je le dis, je me rappelle, chef, j'ai envie de venir chez vous. Et de petite commis, on va dire, aide de cuisine, j'ai devenu chef au bout de 2 ans. Après des études d'ingénieur, Mathieu découvre la cuisine un peu par hasard. Son rêve, côtoyer l'excellence. À force de persévérance, il est convoqué pour un essai d'1 semaine chez un chef 3 étoiles. Je passe une semaine compliquée et je me rappellerai toujours dans le bureau Michel et Sébastien qui me seraient même fait bon. T'es là l'année prochaine. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. 3 invités qui évoluent dans un univers qui fait rêver le monde entier. Un univers exigeant et compétitif où l'on n'arrive pas par hasard. Nos invités ont tout sacrifié pour être des magiciens de la cuisine. Ils sont chefs et fiers de l'être. Tabata se préparait à devenir médecin. Mathieu, sportif de haut niveau. Quant à Baptiste, ses profs ne savaient pas quoi faire de lui. Et aujourd'hui, il est l'un des plus jeunes chefs étoilés de ce pays. Contre toute attente, ils se retrouvent tous les 3 en cuisine au plus haut niveau. Comment expliquer ce revirement de situation? Quels obstacles ont-ils surmontés pour réaliser leurs rêves? C'est ce qu'ils vont nous raconter dans un instant. Merci à tous les 3 d'être là. Alors, je pensais recevoir des gens qui ne se connaissaient pas. Comment c'est-il que vous vous connaissiez, en fait? En fait, la cuisine est, je pense, un petit milieu. Et je pense qu'on est tous dans nos maisons à essayer de regarder les parcours, les identités de chacun pour écrire la nôtre. Déjà, c'est important. Donc Baptiste, vous avez transformé la crêperie familiale en un restaurant gastronomique. Vous êtes des plus jeunes chefs étoilés de France. Vous décrochez une étoile au guide Michelin dans ce même restaurant. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vos parents l'apprennent en même temps que vous? Comment ça se passe? En fait, moi, je l'ai appris indirectement par la télé qui était venue au restaurant. Tourner un reportage, ils avaient dit que c'était pour parler d'un jeune chef. Et à 11h, le téléphone sonne, les télés me suivent. Et j'apprends en direct à la télé que je décroche une étoile au guide Michelin. Et donc, je vois mes parents derrière, ma femme émue, l'équipe sauter aux larmes. La moyenne d'âge est de 18 ans, moi, dans mon restaurant. Donc, j'avais 2 apprentis de 15 ans, ma femme qui en a 24, moi qui en avais 25. Et donc, ça a vraiment, c'était un chamboulement. J'ai même vu mes apprentis dormir 3 jours avant. Ils ont demandé à dormir au restaurant parce qu'ils se disaient s'il y a un appel. Oh. Donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Mais très attendu, du coup. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est des jeunes du village, quoi. C'est des parents qui m'ont dit, tiens, ils ont un peu de mal à l'école. Ils pourraient peut-être réussir comme toi. Est-ce vous pouvez prendre mon fils en apprentissage? Et donc, en fait, ils savent que le chef, il a un rêve. Et puis, donc, ça devient le leur, en fait, indirectement. Alors, Tabata, vous avez travaillé dans des très grands restaurants. C'est votre métier aujourd'hui. Et pourtant, ce n'était pas votre première vie. Vous étiez destinée à faire quoi dans la vie? Alors, je suis brésilienne, franco-brésilienne. Effectivement, j'étais partie pour faire des études de médecine. C'est vrai que tout était prédestiné pour que je sois médecin, même chirurgien pulmonaire. Et finalement, non. On verra pourquoi tout à l'heure. Voilà. Mais juste pour qu'on ait envie de connaître l'histoire, la réaction de votre mère quand vous dites non, c'est pas ça que je veux faire, je vais être chef. Ouais, elle était un peu sous les chocs parce qu'à l'époque, c'était vraiment. Tu es bon à rien, tu vas devenir cuisinier. Et partir de la plus belle fac de médecine du Brésil à cuisine, elle dit non, mais tu vas mourir de faim. Non, au moins ça, je suis sûre que ça au moins, ça va pas être le cas. Par contre, elle dit ok, pas de problème. Par contre, si tu veux y aller, il faut que tu sois le meilleur.
Donc c'est ce que j'ai essayé de garder dans la tête. Donc il y avait une grosse pression. Ouais. Une grosse pression familiale. Et vous aussi, Mathieu, vous avez eu plusieurs vies. Donc au départ, vous vous destiniez à être sportif de haut niveau. Ouais, c'était un rêve de gosse, ouais. Et puis vous avez vécu une tragédie qui a été une forme de déclic. Ouais. J'ai perdu ma copine dans un accident de voiture. Et quand à l'âge de 20 ans, tout s'effondre et que vous prenez conscience que tout peut être éphémère dans une vie. Donc quand j'étais à la fac de physique-chimie à Pau, je me suis rapproché de la cuisine, sûrement parce que dans ma famille, mes grands-parents, il y a cette culture, ils étaient de la campagne, donc le partage, la convivialité, les bons produits, ça m'a rattrapé. Et j'avais besoin de me retrouver dans quelque chose que moi, je me sentais bien, en fait. Et comme par rapport au sport, l'énergie qui se passe en cuisine, on retrouve certaines corrélations. Je me suis accroché à ça. Et en m'accrochant, en poussant les portes petit à petit, j'ai ouvert mon restaurant maintenant il y a maintenant 5 mois et demi. Et c'est juste magique, quoi. Quand les gens poussent la porte, ils rentrent dans notre vie, en fait. Ils rentrent, c'est nous-mêmes. Alors maintenant qu'on sait que vous mettez toute votre âme, toutes vos tripes dans votre cuisine, que vous cherchez à provoquer des émotions et des réactions chez ceux qui viennent, on va essayer de savoir qui vous êtes. Et donc, pour comprendre, Baptiste, est-ce qu'on peut revenir et dans votre parcours scolaire, savoir comment vous sentiez à l'école, qu'est-ce que disaient les professeurs, quel avenir on projetait pour vous, finalement, enfant? En fait, enfant, déjà, je suis né prématuré avec des soucis de santé, donc mes parents m'ont un peu surprotégé. Et après, le parcours scolaire, j'avais un grand frère qui réussissait, un petit frère qui arrivait juste après moi, qui réussissait aussi beaucoup. Donc il était bon à l'école? Voilà, qui était bon. Et donc l'école, j'y arrivais pas. J'ai su lire très tard, mais plus par fainéantise que par problème. J'ai su écrire encore plus tard. Des collèges, j'en ai fait 4 différents, des primaires. Pourquoi 4? Je me suis fait virer à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'avais besoin que mes parents sachent que j'existe, et donc j'existais par un comportement des fois pas le meilleur. Donc vous étiez un problème? Ouais, peut-être, oui. Et comment vous le viviez, ça? Ouais, j'avais cette frustration de me dire j'aimerais plaire à mes parents, j'aimerais qu'ils soient fiers de moi. Parce que moi, déjà, j'ai grandi dans un noyau très familial. Et donc, d'être exclu comme ça, j'avais envie qu'ils ressentent de la fierté, pas que de l'amour, mais de ce côté fier. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Vous l'avez entendu? Plein de fois, ouais. De qui? De la bouche de qui? Des profs? De professeurs, déjà, qui voulaient m'orienter sur des collèges un peu préparatoires ou pour des jeunes en difficulté. Mes parents s'y sont toujours opposés. Et puis aussi des professeurs qui disaient mais il sait pas lire, il est limité, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça? Ça fait mal, ça fait mal. Ouais. Et moi, le travail manuel m'a redonné l'amour du système scolaire. J'avais besoin de trouver ma voie, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que vos parents avaient donc déjà un restaurant, c'était une crêperie, et vous, à l'âge de 10 ans, vous aviez les prémices de ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire l'envie de faire plaisir. À 10 ans, ça se concrétisait comment? Ouais, je disais à mes parents de sortir de la maison, et puis vous rentrerez à cette heure-là, et je préparais à manger. Et c'est marrant parce que j'avais aussi cette vision importante pour moi, je passais autant de temps à mettre la table que de faire à manger. C'est-à-dire que j'avais ce plaisir à mettre la table, à mettre une nappe, à mettre des verres, un chandelier. 10 ans! Des bougies, ça paraît naturel. Vous êtes chef étoilé, mais... ils s'en rendaient même pas forcément compte, c'était pas très très bon à l'époque, donc ils n'avaient pas cru en un futur chef étoilé, mais non, j'aimais ça, quoi. Et puis ils aimaient la bouffe. Et donc les façons de les rendre fiers... Vous allez sur ce terrain-là, quoi. Ouais, je vais sur ce terrain-là. Et indirectement, ça m'y a amené jusqu'à où j'en suis aujourd'hui, quoi. Bon, on va voir effectivement ce qui se passe, comment Baptiste va passer de cet élève qui ne satisfait pas tout le monde à chef étoilé. Tabata, vous grandissez au Brésil, et vous avez quel rapport avec la nourriture? Parce que vous savez qu'en France, c'est une obsession, mais à ce moment-là, au Brésil? Au Brésil, au niveau gastronomique, on ne peut pas dire que c'était comme en France. On est plutôt dans une cuisine conviviale, familiale. Et moi, j'avais un problème, mais j'aimais pas manger, quoi. J'ai eu des cas où j'ai jeté la nourriture par la fenêtre pour pouvoir cacher, pour pas que je mange. Bon, bref, j'avais pas... Voilà, j'ai trouvé ça une perte de temps. Je prenais pas plaisir à manger.
Et après, on va dire l'âge de 10-12 ans, je commençais à comprendre en fait qu'est-ce que c'était manger. Je me suis dit, ah oui, on peut avoir des sensations sympas, on peut découvrir des choses. C'était aussi un peu grâce à ma grand-mère qui était une super cuisinière. Donc ouais, on a commencé à faire des petits gâteaux. On commence, je pense, tous avec la pâtisserie parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour les enfants. Ouais. Et petit à petit, on va aller chercher plus loin. On va ouvrir un livre de cuisine, on va se renseigner. Dans mon cas, je faisais les cours de médecine, quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et finalement, cet hobby, on peut dire, cette bouffée d'oxygène a pris plus de place que j'ai imaginé. Et c'était assez surprenant parce que tu te dis, mais attends, arrêtons tout, ça va pas, parce que t'es conditionné à faire quelque chose. Depuis petite, je dis médecine, en plus en parallèle de l'école. J'ai présenté une thèse, donc c'est bon, elle va y aller là-bas, quoi. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que vous dites il faut s'écouter, ouais. Ce qui était donc en apparence un hobby va devenir les choses principales de ma vie. Et le conditionnement, vous disiez, pour devenir médecin, ça commence par quoi? Déjà, j'ai adoré tout ce qui était lié vraiment... alors, ça ne veut rien dire surtout en français, mais je disais que je voulais être scientifique. Alors, voilà. Plutôt dans la recherche, justement. Et c'est vrai que j'ai eu une tuberculose à 15 ans. Et ça m'a marquée. Et j'ai dit, je veux faire médecine, je vais être chirurgien pulmonaire. J'ai faisais tout et c'est un milieu très dur. Dans ma fac, on était 160 pour une place. Et j'ai réussi, je l'ai eu et tout ça, donc j'étais plutôt bien partie. Et finalement, petit à petit, ça m'a pris une place énorme. Alors, on va voir effectivement comment, alors qu'on est conditionné et qu'on est plutôt bon dans son domaine d'être médecin, comment on se retrouve en cuisine aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que ça a été simple d'ailleurs de s'écouter ou pas? Et quelles ont été les réactions autour de vous? Mathieu, vous grandissez au Pays Basque. Ouais. Et le sport a une grande place dans votre vie. À l'époque, ouais, parce qu'au final, j'en suis arrivé à faire 3 sports en même temps quand j'étais plus jeune, mais je pense parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Donc mes parents m'avaient inscrit à la natation parce qu'à l'époque, je ne savais pas nager. Je crois que j'avais 6 ans, où l'eau me rebutait à bloc. Et j'ai eu une coach qui s'appelait Colette, je me rappelle toujours, qui m'avait donné goût à la natation et à la performance et au dépassement de soi. Et de ça, j'ai commencé à faire du foot, mais je faisais surtout du basket. Et il y a beaucoup d'espoir en vous, on va dire, de la part des coachs. Et puis, à 17 ans, c'est quoi? C'est une blessure? Ouais, une grosse blessure. Même aujourd'hui, ça me fait mal. Enfin, quand on voit des matchs de foot et qu'il y en a qui se font des fractures ouvertes, quand vous voyez, ça choque. Mais moi, j'ai toujours cette image-là où je tombe et j'ai mal, quoi. J'ai mal et puis c'est le rêve de gosse qui s'effondre, mais d'un coup. Donc, à cet instant précis, pour qu'on comprenne bien, la cuisine, ça n'existe pas dans votre vie? Non, du tout. Bon, vous avez donné la réponse. Ensuite, vous faites des études. Vous allez vous raccrocher aux études. Ouais, j'étais bon à l'école, donc lycée classique, en scientifique. J'ai mon bac S. Je rentre, mention bien. Je rentre à la fac de physique-chimie, sciences de la matière, parce que j'avais pas envie d'aller dans les grandes écoles. Alors, on va voir tout à l'heure ce qui a provoqué le déclic, puisque on va garder l'idée que cette passion dont vous parlez si bien aujourd'hui, vous en étiez très loin. Donc vous, Baptiste, vous l'avez dit, l'école, c'est pas vraiment votre truc. Et il y a quelque chose qui va être un peu décisif, c'est que vous allez faire un stage quand vous avez 15 ans. En fait, quand je termine ma 4e, ça fait le 3e collège auquel je me fais virer, je finis même pas l'année. Donc, il fallait qu'on me trouve des solutions. Et mes parents allaient manger tous les lundis soirs au restaurant. Et une fois par mois, c'était un étoilé. Et j'ai toujours le souvenir que ma mère attendait le futur étoilé avec les yeux qui pétillaient. Et donc, c'était son seul plaisir. Il fermait jamais de l'année. Il travaillait beaucoup. Et donc, quand ma mère m'a dit, là, il faut trouver une solution, c'est un ultimatum, il faut que tu trouves quelque chose parce que là, Baptiste, ça va plus. Instinctivement, j'ai répondu, je vais être cuisinier. Et je pense que là, ça l'a tout de suite orienté. Vous saviez que vous alliez lui plaire en faisant cette réponse? Je savais, ouais. Donc, ce qui est intéressant, rétrospectivement, c'est qu'au fond, vous répondez ça pour les apaiser. Non, mais je ne pouvais pas savoir que ça allait me plaire parce que la vision que j'en avais, c'était de voir mes parents travailler dur. Je ne les voyais pas le soir. Je descendais jamais au restaurant parce que je voyais mes parents gueuler ou ma mère énervée.
Je remontais tout de suite là-haut, je disais c'est quoi ce métier de dingue? Et mes parents allaient manger dans un restaurant pas loin de chez moi. Et quand j'ai dit ça, tu vas faire cuisinier, ils m'ont dit tu vas aller voir ce chef, on va t'y emmener, et puis tu vas aller faire un stage. Donc j'y suis allé les week-ends. Dans quel état d'esprit d'y aller? Motivé. Et donc là, j'ai eu un chef en fait qui m'a raconté des anecdotes de chef étoilé, de son parcours, avec des un peu vifs. Et il avait une personnalité. L'après-midi, il faisait la sieste dans ses cuisines. Il y avait très peu de communication avec sa femme, mais il avait une moustache. Il avait tout donné à sa vie, mais pas d'enfant. Il m'avait fasciné dans son parcours. J'avais trouvé radical ses choix, ses convictions. Mais en tout cas, il parlait de cuisine avec il y a quelque chose de romanesque. Il caressait les poissons avant de les lever. Il n'était pas dans ce côté brut, je vais te montrer vite. Il était poétique, je trouvais, en cuisine. Moi, j'aimais la peinture et l'art, donc ça m'a rapproché de la cuisine. Et donc, ça m'a fasciné. Et puis, il y a une anecdote, j'avais demandé sur ce même stage à faire une fois en service. Parce que j'avais dit à ma mère, tiens, demain, j'ai demandé à faire un peu de service au restaurant. Et ma mère, elle m'a dit, tu connais un grand serveur? Je dis, je ne savais pas de nom en tête. Est-ce que tu connais un grand cuisinier? Je dis, Robuchon, Ducasse. Voilà, Baptiste, si tu veux exister, prends la cuisine, t'es fait pour ça. Et une fois, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'y ai donné ma vie, quoi. Je me rappelle, j'avais une télé dans ma chambre que j'ai retirée, parce que mon professeur de cuisine voulait nous faire apprendre des recettes de cuisine, et je ne pouvais pas décevoir, quoi. J'avais dit à ma mère que je voulais faire cuisinier, donc si je regardais la télé, j'apprenais pas mes recettes. Et donc, à 15 ans, vous raisonnez comme ça? Ouais. La cuisine, c'est ma vie. Je suis allé pour la première fois en discothèque, je devais avoir 21 ans. Je ne pensais que cuisine. À partir du moment où j'ai dit je veux faire cuisinier, je n'ai pensé qu'à ça. Peut-être aussi pour avoir aussi les côtés, il ne faut pas que je déçoive. Mon seul truc, c'était ça, et il faut que je sois bon là pour... C'est ça, ouais. Et j'ai eu un apprentissage après plus tard un peu dur, où je savais que j'allais pas aller au bout, j'allais pas réussir. Et je rentrais, je disais à mes parents, c'est super. Je voulais réussir dans cette voie parce que ma famille avait posé un regard. À Noël, j'ai des oncles et des tantes qui venaient me parler. Alors, tu nous as fait quoi de bon à manger? Et en fait, ça portait un intérêt sur moi. Et je trouvais ça magnifique. Et les gens écoutaient, quoi. Tu cuisines comment? T'as mis du miel? Tu marines? Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous passez d'un enfant qui n'est pas heureux en cours, et là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous vous épanouissez, vous devenez un des meilleurs élèves de la classe, le meilleur, non? Oui, en fait, au premier rendez-vous prof, il y a un professeur qui dit à ma mère, écoutez, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu qu'un élève comme ça dans ma carrière, j'ai 55 ans et j'en aurai pas deux. Et donc ça, une phrase comme ça. Et ma mère, elle sort du rendez-vous parent-prof en pleurant. Voilà. Et donc là, elle se dit, c'est bon, quoi. Baptiste, il a trouvé sa voie et en plus, il est bon. Alors ça, c'est la reconnaissance de vos parents, puis vous allez avoir la reconnaissance de vos pères, vous allez passer un concours. Ouais, alors je regarde une émission sur France 2 qui est sur le meilleur ouvrier de France. Et je dis, waouh, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est ce mot sacrifice, quoi. Et donc, je rentre en sacrifice, en fait. Et j'étais pas du tout sportif. Cette émission se termine à 22h. Je mets des baskets et je vais courir. Et donc, je vais sur le site, qu'est-ce que c'est ce concours? Et puis, je vois qu'il y a aussi le meilleur apprenti. Cuisine froide et le MOF, c'est cuisine chaude. Et je me dis, mais je vais pouvoir m'inscrire. Et je vois que dans 6 mois, j'aurai l'âge requis et tout ça. Et donc, je me suis inscrit à ce concours. Et là, après, c'était jour et nuit, c'était dans ma tête, il faut que j'y arrive, quoi. Et en fait, il y a eu beaucoup de péripéties. Au final de la Bretagne, ma mère, elle perd la clé de l'appartement, où il y avait toutes les courses dedans. Ouais, elle casse la porte. J'arrive en retard. Elle casse la porte. Ah ouais, elle a cassé la porte. Elle est partie dans la voiture. Et donc, j'arrive et tout à l'heure. Et puis, je gagne le meilleur apprenti de Bretagne. Et donc là, voilà, quoi. Pour moi, c'était déjà gagné. Et à Paris, en fait, j'apprends qu'il y en a qui sont un peu parrainés, qui ont des chefs un peu mentors et tout. Et donc moi, j'étais fan un peu de Pierre Gagnère et il y avait son second pendant 10 ans qui s'installe en Bretagne, qui fait une cuisine qui change tous les jours. Et donc j'y vais manger un dimanche avec mes parents, j'ai son livre, je veux le faire dédicacer et j'ai ma feuille de ce que je pense faire au concours. Et à la fin du repas, mes parents disent, est-ce qu'il peut vous montrer ce qu'il compte faire? Vous allez lui donner votre avis et tout.
Et je lui donne, et puis en 3 mots, il me donne son avis, et puis il me dit comme ça, bon, dimanche prochain, tu viens. Génial. Donc je suis venu au restaurant, donc il a fait le marché, il a fait tout ça. Et le soir, le dimanche, je lui dis, bon alors on va se poser sur... Parce que j'avais travaillé dans le service, mais je n'avais pas encore vu mon concours. Il fait, non, mais c'est bon, tu fais la saison avec moi. Je lui dis, bah oui, mais j'ai mon BEP à passer dans 15 jours. Bah, je te libérerai le jeudi matin où tu dois passer ton BEP. J'ai rappelé l'école pour dire, bah, je n'irai pas les 15 derniers jours à l'école, je vais travailler. Et puis bah, j'y passe la saison. Et puis à la fin de la saison, je lui dis, bah merci chef, je vais passer mon concours. Et puis je travaillais le dimanche, on part dans la nuit. Puis arrivé à Paris, j'avais oublié les assiettes. Et voilà, donc j'ai fini au pied du podium à Paris. Mais j'avais eu, pour moi là, je l'avais gagné ce concours. Et à la fin de la saison, donc je pars comme ça et je lui dis bon bah je suis inscrit en bac au lycée hôtelier, donc je vais passer mon bac, qui était le rêve de mes parents. et il me dit non, je t'ai inscrit au CFA à côté de Ploufagan et tu restes en apprentissage chez moi. Donc j'appelle mes parents, je dis mais en fait le chef il m'a inscrit au CFA, apparemment je reste travailler en apprentissage. Mes parents, bah, attends, pars pas tout de suite travailler, c'est à 2 heures de route, t'es jeune, j'avais 16-17 ans, je sais pas si c'était le Vous bon êtes choix. tiraillé justement là, à ce moment-là ou pas? Eh ben, j'ai pas pu dire non. De toute façon, j'aurais pas pu. Un chef à l'époque, moi, il me regarde comme ça, il me dit on va faire ça comme ça, bah on fait ça comme ça. J'étais heureux d'être dans le moule d'un cuisinier. Je rentrais chez mes parents le week-end, j'étais la star. C'était beau. Même mes frères disaient bon, dimanche soir, on parle pas de Baptiste. Hein. Mais donc, alors Donc ce petit gamin qui cherchait l'attention. Voilà. Et donc, je fais mes 1 an d'apprentissage dans ce restaurant. Et après, je fais une autre maison, voire autre chose. Et donc, je vais terminer mon bac dans une autre maison étoilée avec un autre chef. Et sauf que là, j'arrive, je fais 6 mois et le chef part. Donc le propriétaire, je suis l'apprenti qui est toujours là, tous les week-ends, tous les soirs. Donc le propriétaire, il va voir le chef pâtissier et dit bah, cet été, tu vas essayer un peu de prendre la place de chef. Et c'est Baptiste qui va faire les cartes avec toi, il est doué, t'inquiète pas. Et donc pendant toute une saison, je fais des recettes que j'ouvre dans les livres. Beaucoup de recettes de Jean-François Piège qui à l'époque était à la mode, mais donc je fais beaucoup de recettes de chef et je personnalise un peu les choses, mais à l'époque j'ai pas cette vision encore, cette créativité. Le pâtissier apporte sa touche aussi, et donc je suis content parce qu'il y a 3 autres apprentis qui commençaient, je manageais et tout, j'étais hyper heureux. Il y a eu une visite d'une inspectrice Michelin cet été-là et tout, donc le chef pâtissier était en salle, était hyper ravi, on a gardé l'étoile en plus, donc c'était super. Mais à la fin de la saison, il me demande de rester à un poste plus grand. Mais moi, je suis gamin, j'ai encore tant de choses à apprendre. Et donc, mon rêve, c'était d'aller travailler chez Alain Ducasse. Donc, j'ai postulé chez Alain Ducasse. Et on verra ce qui s'est passé tout à l'heure. Suspense. On verra ce qui s'est passé. Tabata, on vous a laissé tout à l'heure dans le récit. Vous êtes au Brésil, vous êtes en études de médecine, vous l'êtes spécialisé dans le poumon, vous l'êtes chirurgien, et aujourd'hui, voilà, vous êtes chef en cuisine. Alors évidemment, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça se passe brutalement ou ça se passe progressivement? Non, pour moi, c'était petit à petit une envie un plaisir déjà retrouvé. Et après, une curiosité inépuisable d'aller plus loin, de voir, de s'intéresser à tout lié à la gastronomie. Donc, à travers mes petits cours à droite à gauche, d'énologie, des fromages, etc. C'est ça, c'est que donc vous êtes étudiante en médecine et vous prenez à côté, comme un hobby, des cours d'œnologie. Ouais, des cours d'œnologie. En fait, tout ce qui était lié à la gastronomie, mais au Brésil, il n'y avait pas grand-chose. Donc, tout ce qui était lié à tout ça, j'y allais à chaque fois. Mais là, vraiment, sincèrement, à ce moment-là, c'est pour votre plaisir personnel. Exactement, c'est pour mon plaisir personnel. C'était ma bouffée d'oxygène, parce que la médecine, c'est un métier qui est très dur. Et finalement, j'avais plus de plaisir petit à petit. C'est quelque chose qui était dur à comprendre. Hein. C'est là où il y avait un vrai dilemme. Un vrai dilemme et finalement, il y a presque une sensation un petit peu on est complètement perdu à l'intérieur de nous parce qu'on dit « Ah, je me suis trompée en fait ». Et donc, on se sent pas bien. Je me suis trompée parce que je prends du plaisir quand je fais des choses... que la médecine. Ouais. Et donc, on se sent pas bien, on se sent... déjà, il y a une certaine culpabilité qui s'installe en disant « Mais j'aurais dû peut-être faire plus attention, j'aurais dû peut-être
ouvrir un peu mon champ de vision, de voir d'autres choses avant de dire que la médecine, c'est pour moi. Il y a un prof, le prof d'anatomie, Oui. qui va finalement vous aider à trancher. Exactement, c'était mon prof d'anatomie qui, en parlant avec lui, parce qu'après les cours et tout, il était très jeune aussi, il adorait manger, mais vraiment, c'était un malade de ça. Et finalement, on se retrouvait à la fin de cours à parler de ça, ou aller justement partager des cours des fromages, de œnologie ensemble. Et il me disait, mais à la fin, il me dit, mais Tabata, regarde-toi, quoi. Quand tu parles de ça, t'as des yeux que petits, tu sautes de partout, t'en peux plus. Et dans mes cours, c'est pas ça, hein, c'est bien, mais bon, vas-y, quoi, fais. Et le choix se passe comment? Alors ça se passe progressivement, brutalement, vous êtes seul avec vous-même, vous en parlez autour de vous? Les choix, ils se passent d'abord avec moi, parce que déjà d'accepter que je suis, entre guillemets, pas faite pour la médecine et qui peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'était aussi une grande doute. Donc c'est l'inconnu. C'est complètement l'inconnu, surtout au Brésil, qui avait rien. Et j'ai parlé donc avec ma maman, je n'avais plus mon papa, mais j'ai parlé avec ma maman, mon frère et tout, et c'était... Parce que même pour eux, j'étais prédestinée, quoi. Donc ma mère, elle me dit effectivement, écoute, à la fin, elle a compris, donc elle dit, si tu vas, par contre, il faut que tu sois la meilleure parce que y a une réalité aussi financière. Moi, je viens pas d'une famille riche et donc c'est mon côté carré, un peu médecine justement, qui me dit avant que je me lance dans cette pari fou, je vais aller voir vraiment si je suis faite pour ça ou si c'est juste peut-être une hobby qui prend un peu plus de place que d'habitude et voilà. Donc vous allez passer une journée dans un restaurant. Donc, j'ai frappé à la porte de meilleur restaurant français à Rio, qui était tenu par un chef français. Et grosso modo, je l'harcèle, quoi. Mais vraiment, j'avais même honte à la fin parce qu'il ne pouvait plus. Et à la fin, il me dit, après des appels, des interviews, je peux passer vous voir et tout. Et il dit, bon, allez, venez un jour. Il passait un jour avec nous. Donc, j'ai passé une journée avec lui. Et là, je rentre dans un milieu qui est complètement inconnu pour moi, qui est très masculin, voire complètement, surtout au Brésil, qui est très aussi austère, parce qu'encore une fois, c'est fait des gens qui n'ont pas... c'est pas dénigré, mais c'est pas des gens qui ont fait beaucoup d'études, c'est encore un peu des gens qui n'avaient pas les choix. Et je rentre dans ces lieux-là, et finalement, je suis très bien accueillie par eux. J'ai passé une journée où j'avais les yeux comme ça, et j'étais... émerveillée. Je voyais des couleurs, des odeurs, des transformations de produits, aussi les coups de feu. Et, le coup de feu, c'est quoi? C'est au moment du repas, c'est au moment du service? il faut y aller, on a un surdépassement de soi incroyable. Ouais, parce qu'il y a un instant T, ça devient la fourmilière en cuisine parce que tout s'accélère en fait. Ouais. Donc ça, on peut être accro à cette adrénaline. Complètement. Complètement. C'est une drogue. Hein. C'est une drogue pour moi aussi. C'est complètement. Donc l'adrénaline. Et alors, vous étiez parti, vous l'avez harcelé pour faire une journée. Oui. Et finalement... Finalement, cette journée-là, à la fin de la journée, j'ai demandé de parler avec les chefs et de dire, chef, alors, je suis émerveillée, c'est incroyable, je veux vivre ça tous les jours. Et il me dit, c'est drôle, il me dit, très bien, mais on va voir déjà, fais une semaine avec nous, parce qu'il y a une chose, c'est vouloir faire la cuisine, autre chose, être faite pour la cuisine. Donc, on va voir si dans la longueur déjà d'une semaine, tu es capable de tenir les rythmes. Et après aussi, et ça m'a marqué, je veux voir si tu as du palais. Parce que c'est comme un pianiste. Tu peux aimer la musique, tu peux vouloir faire du piano. Si tu n'as pas les doigts qui sont assez longs, tu ne pourras jamais faire des pianistes. En tout cas, tu ne seras pas un bon pianiste. Et il m'a fait pendant toute la semaine des tests gustatifs. Et à la fin, j'étais encore comme ça. Et il me dit, écoute, j'ai une place de aide de cuisine. Alors donc, là, on épluche les légumes. On fait tout ce que les autres ne veulent pas faire. On le fait. Donc et avec le sourire. Alors vous qui sortez d'études de médecine prestigieuses, vous dites c'est pas grave, je démarre par en bas. Je veux pouvoir apprendre. Parce que quand on est encore au bas, on a le temps d'apprendre et on peut demander. Alors qu'à la fin, aujourd'hui, par exemple, bien sûr, on apprend toujours, mais c'est plutôt à nous d'apprendre. C'est les transmissions, elles se passent par là. Donc j'ai essayé d'absorber comme une éponge tout ce que je pouvais. Et je me suis dit qu'aussi avec mon envie, ma passion, et peut-être moi aussi mon intellectuel, j'aurais peut-être gravé les échelons plus vite
c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai passé 2 ans là-bas. Et de petite commis, on va dire, aide de cuisine, j'ai devenu sous-chef au bout de 2 ans. Et à un moment, je lui ai dit, très bien, maintenant, je sais faire la cuisine à la Roland Villard, c'est le nom de mon chef. Mais j'ai envie de savoir pourquoi on utilise cette technique-là pour ça, mais pas l'autre. C'est quoi la différence? Et de pouvoir me dire que c'est à moi peut-être de juger si j'ai envie de faire celle-là ou l'autre. Et pour ça, il faut des bases. Même si on a envie de faire de la cuisine la plus folle au monde, si on n'a pas les bases, on n'a rien. Alors, vous avez un projet quand même, parce que vous dites j'épluche les légumes, mais dans ma tête, on voit qu'il se passe des trucs dans votre tête. Donc, il y a quand même l'idée de venir en France. J'avais l'idée de venir en France. Mais vous ne parlez pas français. Non. Et vous allez apprendre grâce à Francis Cabrel. C'était romantique alors. Non, mais j'ai dit, bon, je vais dans une école en France. Encore une fois, je ne viens pas d'une famille riche. J'avais un héritage de mon papa, qui était mon appartement. C'est une école chère. J'ai vendu mon appartement pour pouvoir aller dans cette école. Je n'avais pas le droit de me rater. Et comment est-ce possible apprendre si déjà que tu ne connais pas la langue? C'est pas possible. Il faut savoir communiquer. Voilà, il faut savoir communiquer, exactement. Et d'un coup, j'ai dit, il faut que j'apprenne les français. Et je me suis inscrite dans un cours intensif de français. Et ma prof, elle m'a dit, écoute, dans la voiture, il faut que tu écoutes beaucoup de français pour apprendre. Et dans la voiture, il y a quelqu'un, écoutez de Francis Cabrel, parce qu'il articule. Et d'un coup, pour quelqu'un qui apprend, il est mort de rire. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Non, parce que je visualise la chanson avec l'articulation. La cabane au fond de jardin. La dame de la Haute-Savoie. C'est ça. Et puis donc vous arrivez en France, et la première chose que vous faites, c'est quoi alors? Alors, donc j'arrive en France, je me suis inscrite dans l'école Bocuse. C'est bien parce que j'ai été très vite bien accueillie parce qu'on était 94 nationalités différentes. Et en plus, j'ai habité dans une résidence d'étudiante à côté de l'école. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir plein d'amis. Et alors quand vous êtes à l'école, parce qu'on voit qu'effectivement vous n'avez pas peur des challenges. Non. On est d'accord, hein, quitter la médecine pour aller dans un univers que personne ne connaît, quitter son propre pays, accepter, et auparavant de démarrer par effectivement les légumes. Et donc là, vous êtes à l'école Paul Bocuse, très prestigieuse, et vous allez devoir choisir un établissement. Et vous choisissez un établissement de quelqu'un dont vous connaissez la réputation. Oui, j'ai regardé, après avoir fait un petit peu à droite, à gauche, les restaurants qui me plaisaient. J'avais fait mon premier stage au Les Doyens avec Christian Lesquer. C'était un stage qui était merveilleux, en 3 étoiles, mais c'était une cuisine classique. Et moi, je voulais aller pour le deuxième stage, c'est lui qui est plus décisif, qui est plus long, dans une cuisine un peu plus moderne, avec un autre regard. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai trouvé que la cuisine de Nicolas Lebec était incroyable. C'est une cuisine pointue, précise, vraiment tout ce que j'aimais. Mais malheureusement, ce monsieur-là, il avait une sacrée réputation de quelqu'un de très impulsif, de très agressif parfois, assez violent même. Et ça vous arrête pas? Non. Non, parce que j'ai dit, OK, très bien, mais je veux faire cette cuisine-là. Je veux apprendre ça. Donc, quand on a envie, on fait. Faut aussi savoir prendre les risques. Et oui, comme tout dans la vie, il y a les côtés positifs et négatifs. Après, c'est à toi de savoir si les côtés négatifs, tu es capable d'absorber pour pouvoir profiter du côté positif. Donc, j'ai dit, je vais y aller. Donc, j'ai fait encore mon coup de la porte. Chef. Ça, c'est important parce qu'évidemment, il faut être inspirant pour ceux qui nous regardent et qui ont des rêves. On a parlé des obstacles, mais du coup, postuler, demander. Ah oui. En cuisine, direct. Oui. Quand il y a quelqu'un qui frappe à votre porte et qui dit « Je connais votre cuisine, je veux venir chez vous pour apprendre avec vous », pour un chef... La pile de CV, tu l'oublies en fait. C'est ça. Et est-ce que dans l'entretien, il parle de son caractère? Bien sûr que non. Et est-ce que vous dites, je suis au courant que vous êtes dur? Vous en parlez pas, il n'y a aucune référence. Non, parce que moi, je me suis positionnée tout de suite. J'ai vu un peu mes camarades qui avaient fait des stages ailleurs, dans d'autres restaurants, où c'était un peu mal passé parce qu'ils faisaient vraiment les choses ingrates et qui finalement, ils n'apprenaient pas beaucoup. Et moi, je voulais surtout pas faire ça parce que j'ai eu justement un premier stage qui était incroyable, où j'ai beaucoup appris. Et je voulais pas que je sois mise de côté. Donc, j'ai la phrase que je lui dis, je me rappelle, j'ai dit, par contre, chef, j'ai envie de venir chez vous, mais je veux être partie intégrante de votre équipe. Je n'ai pas envie d'être une pièce en plus où vous me donnez les choses. Les travails ingrats, ça fait partie du métier, mais j'ai envie aussi d'être dedans.
Il a dit, mais ça tombe bien, de toute façon, chez moi, il y a pas, tout le monde est au même niveau, et tout le monde prendra tout ce qu'il faut. On parle comme ça? Oui, très bien. On a compris. Et bien, ça a commencé comme ça. Voilà. Et alors, du coup, quand on parlait de sacrifice, parce que c'est quand même un mot qui vous a attiré, du coup, vous allez très peu dormir. Ah oui, donc petit à petit, j'ai fini mon stage là-bas de 4 mois et à la fin, il m'a dit, écoute, ça passe très bien, est-ce que tu veux travailler pour moi? À l'époque, je vous dis, comme il avait beaucoup de turnover, parce que personne ne tenait dans la cuisine, on était 2 étoiles Michelin, on était 3-4, donc les rythmes, il était assez poussé. Et il a dit, est-ce que tu veux rester? Et moi, pareil, comme la première fois, c'était une sacrée chance. Je dis, waouh, incroyable, le mec, il me propose un job. Je dis, bien sûr. Et là, j'ai pris petit à petit de grade jusqu'au moment où j'étais sous-chef et chef. Et à ce moment-là, je dormais effectivement 2 heures par jour. Et 2 heures, j'ai habité à 2 minutes à pied, mais c'est 2 minutes de trop. C'était trop loin? Trop loin. C'est 2 minutes de moins de sommeil. Donc, je dormais dans la banquette de restaurant, en fait, où il y avait une grande banquette pour les clients. Et on était 3 piliers, comme les becs disaient. Et on dormait tous un dans chaque banquette pendant 2 heures. Et on rattaquait derrière. Donc, et on a fait ça pendant pratiquement un an et demi. Incroyable. Ouais. Mais il ne faut pas penser que je suis une folle, parce que... Mais je ne pense pas ça du tout. Parce que j'ai appris tellement, mais tellement... Parce qu'il était génial, il transformait les choses. Au même temps, c'était un mec très dur, mais c'était un mec, comme on disait, il ne mettait pas que ses tripes, il mettait les corps entiers. Il faisait comme ça quand il faisait un plat. Et c'était quelqu'un de super généreux. Voilà, il nous emmenait dans le monde entier à chaque fois qu'il partait en voyage. Et ça, c'est pour nous, on a une chance de pouvoir avoir un métier qu'on peut voyager beaucoup et voir d'autres choses, connaître d'autres pays, d'autres cuisines, d'autres produits. Donc cette générosité-là, ça m'a nourri, ça m'a permis aussi finalement de faire abstraction au côté négatif et de prendre tout ce que j'avais à apprendre et me nourrir de cette passion et d'apprendre. Et c'est ce que je voulais apprendre. Et ce chef, un jour, il va vous présenter comment? Parce que dans sa bouche, finalement, vous allez entendre une reconnaissance très forte. Exactement. Donc un jour, Lebec, il a fait justement la présentation à la presse en disant je ne serai plus au restaurant gastronomique parce que j'ai d'autres projets. Donc je présente la personne qui va prendre ma place. Ça serait chapeauté par moi, mais c'est elle qui va s'en occuper de la cuisine et de tout ça. Pour moi, c'était une sacrée reconnaissance et aussi de se dire est-ce que je suis capable ou pas. Mais bon, là, on n'avait pas le choix, il fallait y aller. On dit on y va. Et justement, au Guide Michelin 2010, en mars, je me rappelle, c'était les 7 mars, ces jours-là, on ouvre les guides et c'était effectivement, il y avait la cuisine désormais faite par Tabata, et avec les 2 étoiles. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? La fierté et de se dire, c'est drôle parce que c'est un peu un flashback. Vraiment, quand j'ai ouvert ces livres, j'ai eu un flashback de toute ma vie, en fait. Et tous les efforts que j'ai faits, et j'ai dit, tu vois, finalement, ça sert à quelque chose, quoi. De faire des efforts. Et un jour, même si des fois c'est dur, parce que des fois j'allais travailler avec la boule au ventre, parce que je me disais, oula, comment il va être? Est-ce qu'il va être en bonne humeur? Est-ce que je vais... Ou des fois, on est simplement fatigué. Et quand on dort 2 heures par nuit, effectivement, exactement. Au bout d'un moment, ça finit par se sentir. Exactement. Ouais, mais avec la passion, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'au final, malgré la peur d'aller au boulot ou des stress, tout ça, tous les jours, que ce soit, je pense, toi ou toi aussi, Tabata, on se lève et on arrive à passer le cap. Ouais. Alors, on a bien compris, Tabata, comment finalement vous êtes passé de la médecine à la cuisine, comment vous vous êtes écouté. Mathieu, on a dit tout à l'heure que vous étiez en train de faire des études scientifiques, vous êtes loin de la cuisine. À ce moment-là, ça n'a pas de place dans votre vie. Non, quasiment pas. Ça n'existe pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est quoi? C'est un travail d'étudiant à un moment donné? Comme Tabata. En fait, je suis à la fac à Pau en physique-chimie. Très très bon élève aussi. À Monin, il y a un vignoble, c'est le Jurançon. Et j'ai démarré d'abord à faire des vendanges. Enfin, je me rappelle avoir fait les vendanges aussi, j'ai jamais eu envie de devenir chef. Non, mais en fait, c'était le vignoble des parents d'un ami. Et l'un de ses potes, qui avait 5-6 ans de plus que nous, n'arrêtait pas de nous parler pendant les vendanges de bouffe, de resto. Et il nous a dit, à la fin des vendanges, je vais vous amener dans un restaurant, je vais vous inviter pour vous montrer ce que c'est la cuisine.
Et du coup, je me retrouve à partir en fin des vendanges à Saint-Jean-Pied-de-Port, chez Arambide. Et j'en sors de là, mais scotché. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en fait, avec la nourriture et des émotions que j'ai ressenties à cet instant. De ça, je repars à la fac. Et petit à petit, les soirs, l'argent que je mets de côté, je vais goûter un peu la cuisine du monde. Des restaurants indiens pas trop chers, des restaurants asiatiques, vietnamiens. Et j'y prends goût, je m'achète des bouquins. Je commence à cuisiner à la maison. Je continue à aller manger dans certains restaurants, surtout deux, un indien et un japonais, où je sympathise bien avec eux. Et puis, un jour, ils ont besoin de quelqu'un à la plonge. Moi, j'ai besoin de gagner un peu d'argent pour l'appartement et tout ça, donc je travaille à la plonge et je fais un peu de service. C'est dans cette période-là que vous allez vivre cette tragédie ? Ouais, c'est cette période-là où je suis avec quelqu'un à la fac qui a été, je pense, l'une des femmes les plus importantes de ma vie aujourd'hui. Et puis un soir, en faisant une soirée avec elle, je la laisse en soirée. Elle me dit non, je vais rester, moi il fallait que je rentre. Et le matin, je me réveille à 7h du matin avec 10 messages en absence. Et c'était le téléphone de son père. Et à ce moment-là, je sais déjà ce qu'il va me dire en fait. C'est le deuxième effondrement de ma vie, quoi. C'est après la rupture des ligaments croisés, je vis la même chose mais de manière beaucoup plus profonde. C'était charnel. Je pense que c'est comme quelqu'un qui perd ses parents ou quoi que ce soit. Là, vous avez 20 ans ? Là, ouais, j'ai 20 ans. Ouais. Et c'est ma dernière année de deuil. Mais malgré tout, je continue les extras en cuisine. Et vous continuez des études en chimie, vous faites des extras en cuisine et vous vivez votre deuil comme ça. Ouais, comme ça. Et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que quand vous êtes en cuisine... En cuisine, je suis avec des gens qui me donnent beaucoup en fait. La flamme que j'avais dans le sport, je le vivais au quotidien dans la cuisine en fait. Et c'était un truc auquel je me suis raccroché. J'y prenais du plaisir grave. Parce que de la plonge, vous passez à la cuisine ? À la cuisine un peu, ouais. Il n'y avait pas d'espace à réfléchir, à me questionner moi-même sur ma vie. C'est pendant le service et mise en place, tu ne penses pas à toi. Et à quel moment ça se passe, la transition ? À la fin de l'année, quand je passe mon deuil, je dis à ma mère de toute façon, je ne veux pas aller en licence. Et à l'époque, ma mère s'était remise avec quelqu'un qui était ancien professeur du lycée hôtelier de Biarritz. Elle me dit, mais Mathieu, tu sais, en faire ton quotidien, c'est pas facile. Ce serait peut-être bien que je t'envoie en stage quelque part. Donc là, on est à peu près en mai-juin. Et du coup, il m'envoie chez un de ses anciens élèves, à Huesca, à côté de Saragosse, en Espagne. J'étais une brêle déjà en plus en espagnol. Et donc pas facile pour parler la langue. Et j'y vais parce que j'en avais envie. Et je pense qu'à cette époque-là, il m'envoyait pour que j'en fasse pas mon métier. Il pense vous dégoûter à ce moment-là. Ouais, j'en suis persuadé. J'en parle souvent avec ma mère, elle me dit non, mais j'en suis sûr parce que j'arrive quand même dans une maison où c'était Marcelo Pesarovic, c'était un Argentin qui avait un coup de taureau, qui était costaud comme ça, qui quand il tapait la main sur le passe, ça faisait vibrer toute la cuisine. Les assiettes brûlées. Pour signaler les assiettes qui sont prêtes. Ouais, les assiettes sont prêtes. C'était quelqu'un d'exigeant, dur. Et puis le rythme était affolant, c'était l'été, il faisait une chaleur de ouf. Et pourtant, c'était dur, mais il y avait de l'humain. Les gens étaient là pour m'épauler, me dire vas-y, lâche rien. Les gars, les chefs de partie, c'était pareil. On passait les soirées ensemble, parce qu'il y a aussi l'envers du décor, c'est qu'on a un métier où au final, on a la dureté du boulot, mais après le boulot, on efface tout et on partage une vie en fait. Et la restauration, pour moi, c'est comme une famille. C'est le même rôle qu'il y a en famille. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur et patron, nos questionnements, c'est les mêmes questionnements qu'on a dans une vie de couple ou dans une famille. Et on passe plus de temps avec eux qu'avec notre propre famille. Notre propre famille aussi. Donc ça joue. C'est-à-dire que finalement, vous allez trouver, dans cette période comme ça, émotionnellement compliquée, vous allez trouver donc, de la chaleur humaine, une famille, et puis des challenges qui vous occupent l'esprit. Parce qu'en fait, en permanence, ce sont des challenges. Ouais. Et donc, ça s'est fait finalement comme ça, de cette manière-là. À quel moment vous dites, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire pour la vie ? C'est là, à la fin du stage, je rentre
Et ma mère et Claude me font bon, t'es content, tu veux toujours t'inscrire? C'est là où au final je leur dis ben oui, je veux toujours m'inscrire. Pourquoi il y a un changement de programme ou quoi? Donc, du coup, ben, je pars pour le lycée hôtelier de Biarritz. Et là, je fais une année de classe de mise à niveau. Et là, je re-annonce à ma mère, non, je passe pas en BTS, j'ai pas envie. Bon. Ok. BTS de quoi? BTS de hôtellerie-restauration. Ma mère elle me fait, tu veux changer de voie? Je fais, non, c'est juste que le BTS, pour moi, c'est que du management, du marketing, et moi, j'ai envie de faire de la cuisine. Et là, je passe une année où j'arrête l'apprentissage, et je passe une année, c'est une année et demie, traversée du désert. C'est-à-dire? Je me suis désociabilisé, je voyais plus mes potes, j'étais en grosse dépression, je faisais des sessions des fois dans des hôpitaux de repos pour essayer de me soigner. Ça n'a pas été facile du tout. Pour moi, j'avais plus envie de vivre, quoi. Et je tombe amoureux d'une femme que j'ai plus jamais revue de ma vie, qui a sûrement été un déclencheur, qui m'a redonné goût à la vie et qui me mettait en plus sur un piédestal à chaque fois. Et ça a duré 1 mois et demi. Et elle m'a redonné goût à la vie, à comprendre qu'en fait, il y avait des choses belles qui pouvaient se passer. Et c'est là où je commençais à percevoir le côté fragile, tout est éphémère, mais tout aussi doit se prendre à sa juste mesure à l'instant T, en fait. Et là, du coup, je commence à aller beaucoup mieux. J'ai envie de repartir de front. Et je faisais déjà, pendant que j'étais pas bien, des extras chez un restaurateur. Et qui était là, un peu comme un parrain. Son restaurant ne marche pas, il le ferme. Et il repart en tant que chef exécutif dans un restaurant à Saint-Jean-de-Luz. Et à ce moment-là, il sollicite le patron à dire je voudrais prendre un petit jeune. Il me prend sous son aile. Le patron n'était pas trop chaud au départ. Et puis, il me forme. Et tout ce goût de partage, d'envie de cuisiner, de donner aux gens, de me livrer, d'être moi-même, est venu, mais de manière comme une vague déferlante, en fait. Et tout s'est accéléré à ce moment-là. Durant ces 3 années, j'ai passé le CAP, BEP, BP en candidat libre. Toutes mes vacances, j'allais les bosser à droite à gauche dans des stages. Je me donnais à ma vie de cuisinier. Au fond de moi-même, je savais ce que je voulais faire de ma vie. Je savais ce que je voulais apprendre, je savais ce que je voulais dans ce que je voulais me nourrir. Et en fait, ça faisait 3-4 ans que je lisais les livres de Michel Bras, qui est dans l'Aveyron. Son univers me plaisait beaucoup et pour moi, c'était comme un livre d'art où je voyais des peintures, en fait. Ce qu'il écrivait dans sa cuisine, c'est pas je me disais c'est ce que je veux faire, mais je comprenais son cheminement et ça me tourmentait, en fait. Donc cet homme devient un peu comme un modèle. Un modèle, ouais. Et vous allez, comme Tabata, taper aux portes. Vous allez postuler et insister. Mais pendant les 3 années, tous les 3-4 mois, lettres recommandées, courrier. Lettre recommandée, pourquoi? Pour être sûr qu'il va lire. Voilà, pour savoir qu'elle allait être reçue, elle allait être lue et réceptionnée. Urgent. Caractère urgent. Et j'écrivais tout le temps. Et vous aviez des réponses? Oui. C'est là où là j'ai compris la personne, en fait. Toutes les lettres étaient écrites de manière manuscrite, avec des réponses manuscrites. Mais alors pendant 3 ans, qu'est-ce qu'il vous répond? Est-ce que vous lui demandez quoi? En fait, il m'explique que ça serait avec plaisir, mais que c'est une maison qui est quand même compliquée, parce qu'au final, il y a beaucoup de listes d'attente, que les gens restent aussi beaucoup dans l'entreprise, et qu'il fallait pas que je m'inquiète, que si vraiment une place pouvait se libérer, il donnerait suite. Donc on vous répond, mais on vous fait comprendre qu'il n'y a pas de place. Pour l'instant, il n'y a pas de place. Il faut vous insister pendant 3 ans. 3 ans. Et je m'en lasse, en fait. Et à un moment donné, à la 3e année, pour faire plaisir à mon père, j'ai voulu offrir pour son anniversaire un week-end chez Michel Bras.
Du fait aussi que, parce que comme il s'était séparé avec ma mère, on s'éloignait un peu et qu'il y avait des distances. Et je suis amoureux de mes parents parce qu'ils m'ont donné énormément. Et du coup, on part en week-end là-bas. Et en même temps, pour moi, c'était un moyen de rencontrer directement Monsieur Bras et Sébastien. Ça s'était passé que par courrier, juste avant ça? Juste avant que par courrier. D'accord. Et au final, stratégique. Et là, j'arrive et Sébastien et Michel me reçoivent devant l'entrée directement en me disant on est ravis de te rencontrer, de te recevoir. C'est là aussi la magie d'un 3 étoiles Michelin où les gens se donnent les moyens de savoir qui vient manger chez vous. Et du coup, je dis moi je suis super content d'être là, c'est la première fois que je viens manger, et puis en plus c'est un cadeau pour mon père. Et du coup il me dit si tu veux, demain matin on prendra le café ensemble, on discutera un peu. Donc du coup, je passe la soirée avec mon père qui a la larme à l'œil parce qu'au final, ça l'émeut ce qu'on a dans l'assiette, et moi aussi ça me confirme pourquoi j'ai sollicité 20 000 fois ce restaurant. Et le lendemain, je les rencontre. On discute pendant au moins 1h30. Et à la fin, ils me disent « Ouais, c'est quand même compliqué. Il va sûrement falloir patienter. » Et je repars content de les avoir rencontrés, mais aussi à la fois déçu. Et là arrive la saison d'été. Je venais de terminer ma dernière année d'apprentissage et je prenais un poste de chef de partie pour la saison. Et mon chef, Stéphane, je me rappellerai toujours de ça. Fait un café au bar, le téléphone sonne. Et il y a eu des boutades pendant 2-3 ans. Au final, à chaque fois, il me disait « Ouais, chez Michel, et patati, patata. » En fait, c'était des blagues. Puis là, il est au bar et puis il décroche le téléphone et puis il parle à quelqu'un et puis il me fait « Mathieu, c'est pour toi. » Alors, au début, rattrapé par des angoisses, parce que le téléphone, quand je l'attends pas, parce qu'au boulot, personne ne m'appelle en général. C'est arrivé que ce soit des mauvaises nouvelles? Mauvaises nouvelles. J'étais vraiment pas bien, j'étais blanc comme un cachet d'aspirine. Il me dit, c'est Monsieur Bras au téléphone. Oui, c'est ça. Et j'ai fait, oui, c'est ça, et j'étais pas bien, quoi. Il fait, tu vas lever voilà, ton cul, et tu vas venir parce que j'ai Michel au téléphone, Monsieur Bras. Même moi, j'ai pas l'habitude de l'avoir. Donc du coup, tu arrives et puis il te dit, Mathieu, il y a quelqu'un qui part. Donc j'aurais voulu savoir si tu étais prêt pour venir faire un essai. Parce que pour l'organisation, comme ils sont fermés en hiver, il fait venir en septembre faire des essais pour l'année d'après, comme c'est bien organisé. Je regarde mon chef il fait prends tes affaires et vas-y. Donc du coup je rentre chez moi, j'annonce à ma mère que je vais faire mon stage. Si tu vas faire. Mais je pars qu'une semaine, c'est pas sûr que je puisse aller chez Bras, mais j'ai peut-être mon rêve à portée de main. Et je pars chez Michel Bras. Résultat des courses? Résultat des courses, je passe une semaine compliquée, mais investie. Et je me rappellerai toujours dans le bureau, ils me disent « T'as été content de ta semaine ?» Je fais « Ouais, c'est un rêve magique que vous m'avez offert, mais je pense que je comprendrai que le poste ne soit pas fait pour moi. » Et là, je me rappelle Michel et Sébastien qui me seraient même fait « Bon, t'es là l'année prochaine, tu prends tes affaires et tu viens. » Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Vous ressentez quoi à ce moment-là? C'est inexplicable parce que tu t'attends à une réponse négative et d'un coup, et t'essayes de comprendre pourquoi. Et je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais je sais que j'en discute parce que j'y vais chaque année avec Sébastien, chez Sébastien et Véronique, qui sont Sébastien le fils de Michel et Véronique est la femme de Sébastien. Et Séba, il me dit, dans tes yeux, il y avait la flamme, il y avait la vie. Et je sais que Michel, aujourd'hui, choisit les gens, pas par rapport à leur CV, mais choisit par rapport à ce qu'ils ont envie de dire, en fait. Donc on s'y retrouve. C'est un peu la même chose. C'est le même chemin, ouais. Et donc, merci Mathieu d'avoir raconté ça, parce que je sais que vous avez dû relater des périodes compliquées de votre existence pour en arriver là. Et effectivement, on comprend pourquoi vous le racontez. Baptiste, tout à l'heure, on vous a laissé, à un moment, vous étiez très heureux dans votre domaine, vous étiez en train de réaliser tous vos rêves. Qu'est-ce qui va faire que vous décidez, alors que vous travaillez dans un restaurant étoilé, de revenir dans la crêperie de vos parents? Mes parents décident d'essayer de mettre en vente.
parce que la santé de ma mère s'arrange pas. C'est un métier qui est assez physiquement très, très dur. Les médecins disent à ma mère que si elle ne prend pas du repos, elle pourra finir en béquille ou autre. Et donc, c'est un contexte familial assez compliqué. Elle, en même temps, mes parents, pendant ce temps-là, vivent des départs du personnel et se retrouvent tout seuls, quoi. Et donc, j'appelle ma mère et je lui dis, écoute, j'ai la solution, je vais reprendre le restaurant. Sa réaction? Sa réaction, je pense que il l'espérait un peu, au fond d'eux. Il l'espérait quand même parce que c'était un bébé pour eux quand même. Elle l'avait construit, c'était quelque chose. Je pense que c'était pas sans sacrifice qu'aujourd'hui elles s'en séparaient. Et donc elle m'a tout de suite dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et là, j'ai ouvert un gastro tel que je voulais, avec des nappes blanches. Donc là, vous avez divisé en deux, c'est ça? Ouais, alors on a fait une partie crêperie à droite et une partie gastro à gauche. Sauf que mes parents, c'était crêperie bistrot et un bar. Donc là, maintenant, c'était soit une offre gastronomique pure et dure. Et là, localement, dans la petite ville que je suis, sans reconnaissance, sans notoriété. Sans notoriété, c'était juste pas possible. Donc que des zéros. Et à droite, ma mère. En personnel de salle, c'était compliqué à faire venir les gens. Pendant cette période-là, Marion, avec qui je me suis marié, était en master de droit, donc un peu votre parcours. Elle réussissait toutes ses études. Et un jour, elle venait travailler le week-end. Et un jour, pareil, elle annonce à ses parents qu'elle veut tout arrêter. Elle m'annonce aussi qu'elle veut travailler avec moi en salle. Et je lui dis, on n'a pas d'étoile, on bosse 7 jours sur 7. T'es à 6 mois de diplôme d'avocat ou tout ce que tu veux. Je dis, on n'abandonne peut-être pas tout. Et non, c'est son truc, elle décide de me suivre, quoi. Et donc, là, l'histoire devient à deux et on commence à écrire quelque chose peut-être de plus personnel dans la partie gastronomique, de plus féminin. Et en fait, ça commence à prendre. La première année, on a meilleur jeune chef au Goemio. C'est là que je dis l'importance des guides, c'est que c'est indirectement... Ils vont apporter la lumière sur vous, voilà, la lumière qui est dans un endroit forcément où on ne vous connaît pas. Et là, donc ma mère, pour l'instant, prend du recul parce que je commence à gérer la maison. Ça commence à grandir, je suis plus tout seul, on embauche une pâtissière. Donc au début, les 6 premiers mois étaient très compliqués. Et puis là, ça commence à prendre forme. La deuxième année, on est meilleur jeune chef de France au guide Champérard. Mais ce qui était fort dans cette distinction, c'est pas que le guide est ultra connu, c'est que le chef de l'année, c'est Jean-François Piège, que l'hôtel de l'année, c'est le Georges V, et que le jeune chef de l'année, c'est l'Auberge Thiégaise à Guerre. Et je veux dire, ça parle peut-être pas, mais si on prend la comparaison, c'est énorme. C'est des corrélations des fois. Voilà, je veux dire. Et là, en 3 ans, on a décroché cette étoile au guide Michelin. Donc vous disiez, il y a une caméra de télévision d'une chaîne concurrente qui a des informations et qui est là pour vous filmer parce que ça s'intéresse à un jeune chef. Vous avez des doutes à ce moment-là ou pas? Parce qu'eux savent qu'il y aura un coup de fil, mais vous ne le savez pas. Non. Alors en fait, au fond de moi, je pensais que c'était l'étoile. Je ne sais pas pourquoi. Tu sentais. Je me dis, c'est pour le JT de... Et l'année d'avant, c'était Christian Lesquer qui apprenait 3 étoiles. Et c'était filmé comme ça en live. Et je me disais, c'est du cinéma, c'est de la télé. Et puis le lendemain matin, ils arrivent à 8h, les caméras. Ma mère est là. Et elle leur dit tout de suite, alors là, c'est un stress énorme. Vous nous dites si c'est l'étoile. Et là, le journaliste, non, surtout, vous mettez pas ça en tête. L'étoile, il connaissait pas c'est quoi le Michelin. Il est juste venu tourner un reportage, quoi, avec sa caméra. Donc ça met une contrebalance. Et là, à 11h, ils sont en train de me tourner, je fais des ravioles. Et parce que vous vous rappelez bien de ce que vous êtes en train de faire. Et ma femme rentre dans la cuisine, elle me dit, Baptiste, le Michelin au téléphone. Et puis je vois, moi, elle est en pleurs, elle est là. Et donc, je vais au téléphone. Et là, c'est, oui, Michael Ellis, directeur du Michelin, vous êtes le plus jeune chef. Et demain, vous montez à Paris parce que vous êtes à la distinction des étoiles. Et donc là, c'est magnifique parce que c'est ma femme qui se dit, mais elle a arrêté toutes ses études et aujourd'hui, grâce à elle, on a aussi une étoile. C'est ma mère qui se dit, waouh, incroyable, parce que c'est eux qui ont aussi mis l'argent pour y croire.
Et donc, tout le monde est vraiment, l'équipe est en pleurs, en larmes. Je veux dire, c'est la petite équipe parce que voilà. Et donc, il y a les caméras qui sont là. Et il y a mon père qui, lui, qui a toujours été un peu annexe à mon parcours parce qu'il n'est pas dans la profession et il sérénise les choses, je veux dire, au quotidien. Mon père, c'est la personne qui va dire pas trop de folie, Baptiste, parce que moi, si je m'écoutais, on mettrait de la feuille d'or sur les pieds de chaise. Et là, il vient vers moi, il me prend par les épaules et puis il me dit maintenant, si tu me demandes des choses, je te dirai oui. et donc, je sentais que toute ma famille était heureuse. Mon petit frère d'Inde, qui se rendait pas forcément compte des étoiles, et puis il est dans un bar, il parle avec des amis, et puis il dit mon grand frère il est ingénieur, et toi bien, et ton autre frère il est chef étoilé Michelin star. Et il m'a dit mais c'est un truc de fou à l'étranger, comment et donc en fait donc ce gamin qui avait besoin de reconnaissance, là il a une reconnaissance planétaire. C'est ça. Et mon professeur qui m'a rappelé, Monsieur Laurent, qui m'appelle justement pour cette étoile, je l'appelle et je lui dis chef, c'est la veille de la sortie. Je vous appelle parce que je viens de décrocher une étoile. Il me dit, je vais pas prendre de ton temps, mais sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ton jour, c'est certainement aussi le plus beau jour de ma vie. Oh. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens autour, que ça anime, que ça, voilà, et voilà. Et aujourd'hui, Tu vois des gens qui croyaient plus en toi que toi-même. Ouais, c'est ça. Et là, tu te rends compte après, en fait. Je pense que le coup de téléphone de professeur, c'est peut-être plus important même que celui de Michel. Oui, bien sûr. Bon, puis ce qu'il y a de beau, évidemment, parce qu'on a tous des cœurs de midinette, c'est cette histoire d'amour avec Marion. Et vous avez vécu finalement aussi l'amour en cuisine. Complètement, ouais. Ouais, c'est dans l'ancien restaurant, parce qu'à un moment, il y a Paul Bocuse qui m'a légué un de ses restaurants. Et c'est vrai que c'est là où j'ai rencontré, je dis même pas l'amour de ma vie, j'ai dit ma vie en entière, parce que j'ai rencontré Ludovic, mon mari. Ludovic est une personne qui, aujourd'hui, je ne ferais rien sans lui. On est tous les deux chefs dans notre restaurant. Sans lui, j'aurais jamais ouvert un restaurant tout seul. En fait, c'est ça, c'est une jambe et l'autre. On n'arrive pas à être seul. Et on fait une cuisine à 4 mains. Et donc, vous avez ouvert un restaurant à Lyon. Donc, on a ouvert un restaurant à Lyon il y a à peu près 1 an. Et on a construit notre vie autour de ça, tous les deux. Maintenant, on a aussi un petit de 7 mois qui est plus désert déjà. Donc, c'est pas vrai. Il est déjà au boulot. Petit, vous avez votre restaurant à Paris. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, ce genre d'histoire ? Oui. D'avoir quelqu'un dans ma vie, oui, sûrement. Après, dans la vie et dans la cuisine. Dans la cuisine, je sais pas, parce qu'au final, le restaurant, je l'ai pas fait tout seul. J'ai rencontré, il y a de ça à peu près 2 ans, Yann et Afra. Et j'ai un ami qui me suit depuis une dizaine d'années, qui est notre 4e associé, qui est extérieur, Didier Feuillet. Je pense qu'un restaurant aujourd'hui, si on veut avoir vraiment une démarche personnelle, d'aller jusqu'au bout de soi, tout seul, ça serait trop compliqué. Parce que tu ne peux pas te donner à 200% pour le restaurant si derrière, tu ne peux pas t'occuper de la structure. Donc quand tu es à plusieurs, tu peux jouer un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Et toi, ça te permet vraiment d'avoir une réflexion, d'aller plus loin dans ton travail. Et il y a 3 mois, vous avez une reconnaissance importante. C'était quoi ? J'ai eu le prix, parce qu'en fait, quand j'ai eu le restaurant, j'ai un ami qui m'avait dit « Mathieu, ça serait bien que tu sollicites le Goemilo en envoyant courrier pour ton ouverture, parce qu'ils offrent des dotations avec des partenaires pour aider à la création d'entreprises. » Donc nous, on avait sollicité à ce moment-là, et j'avais fait un repas pour le directeur, M. Comte de Chérissé, qui m'a dit « Mathieu, demain, le courrier à envoyer, ta cuisine me trouble, je pense que tu as la dotation, c'est sûr et certain. » Donc j'ai la dotation qui va nous aider pour le restaurant, mais je ne me doute pas un instant d'avoir ce prix-là au mois de mars, alors qu'on a à peine 3 mois d'existence, où j'ai le prix Espoir Île-de-France 2017. De Goemilo. De Goemilo. Où ils m'expliquent qu'ils sont venus plusieurs fois de manière incognito manger au restaurant, qu'ils ont envoyé d'autres clients,
et qu'au final, ils considèrent que je mérite ce titre. Alors, moi, ça me fait bizarre parce que je l'ai à la maison, parce que je ne l'ai même pas affiché au restaurant. Il est à la maison. Et il est... Déjà, ce prix-là, il y a mon nom qui est cité dessus, donc je ne le voulais pas dans le restaurant parce que, par mon histoire à moi, je considère que tout seul, on n'est rien. Même si au final, c'est une distinction par rapport à mon travail. Mais sans Baptiste Monsecond, sans Axel, sans Yann Afra, sans ma mère, sans Didier, sans ces gens-là, aujourd'hui, peut-être je serais, même Audrey, je ne serais pas là où je suis. Donc c'est un titre pour moi qui appartient à tout le monde. Et au final, donc du coup, je ne veux pas l'exposer comme ça. Et je me souviens, quand j'ai démarré, j'ouvrais le Go et Milo, je voyais les noms, je rêvais pas de ça, j'admirais ça. J'idéalisais ces choses-là, c'est un monde à part, tout. Je me doutais pas un instant, à un moment donné, que mon nom allait être cité là-dedans. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire? Je dis souvent, c'est qu'il faut vraiment croire en ses rêves. Et mon père m'a toujours dit, si un jour tu as l'occasion de faire ce que tu aimes dans ta vie professionnelle et qui est le reflet même de ce que tu es, il me dit, mais Mathieu, mais fais-le. Et je pense que quelqu'un qui a un instant T, après il peut changer de voie, c'est pas un problème. Si à un instant T, tu as envie de faire ça, fais-le. Va pas à l'encontre de ça et te mettre dans une voie comme Tabata le dit, où à un moment donné, tu ne t'y retrouves pas. Donc il y a beaucoup de vous dans ce que vous faites, Tabata. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire? De mon histoire, c'est déjà se faire confiance, ne pas avoir peur de s'écouter, savoir s'écouter, et après se donner les moyens. Parce que la vie, elle est difficile, et tous les métiers, aujourd'hui, il faut se donner les 100% n'est plus suffisant. Il faut 3000%. Donc, comme Mathieu a dit, il faut se faire violence et il faut avoir la niaque. Mais ça, je pense qu'avec la passion, on est capable. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai un mari exceptionnel, j'ai un fils exceptionnel, j'ai un restaurant avec une équipe top. Je crois que je fais plaisir à mes clients, je suis heureuse. Pour moi, c'est les plus grandes des choses. Et vous, Baptiste, ce gamin dont les profs ne savaient pas quoi faire et qui va être la fierté de tous les gens dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle nous dit, votre histoire? Je pense que j'ai essayé toujours de mettre du cœur dans ce que je fais. Je me suis battu parce que je voulais réaliser mes rêves. Et j'ai toujours essayé d'être sincère. Je pense qu'aujourd'hui, je cherche pas à m'inspirer ou quoi que ce soit. J'essaye de faire moi, d'être sincère. Et je pense que j'en serais pas arrivé là si j'avais pas su écouter mes parents, ma femme, mes grands-parents, les gens autour de moi. Je pense qu'il faut savoir être à l'écoute et mettre du cœur. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échec scolaire, il n'y a pas d'échec tout court, il n'y a que des aléas qui vont nous faire rebondir. Et chaque échec, il faut en prendre de ce qui est constructif et pas le malheur, quoi. Le travail, c'est beau aussi, ça je veux le dire aussi. Le travail, c'est pas une souffrance. C'est pas dur d'aller au travail. Le travail, il faut que ce soit du bonheur. Donc, c'est déjà des valeurs du travail aussi qui devraient être transmises peut-être mieux à l'école déjà. Ouais. Et donner envie aux jeunes de vraiment travailler. Il n'y a pas le choix. Quand j'entends leur discours, et même le mien, le travail, c'est la famille. Moi, je travaille avec ma femme, mes parents, mes grands-parents viennent manger. Donc, le travail, c'est ça. Aujourd'hui, il faut pas. Nos salariés sont aussi presque notre famille. Merci. Et je pense qu'il faut mettre de l'amour dans ce qu'on fait, mettre du cœur, et que le travail, c'est que du bonheur. Alors, on va continuer cette conversation dans un instant. Je vais vous montrer un reportage qui devrait vous intéresser parce que ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de raconter. Partage, générosité, convivialité. Vous dites effectivement que ça peut être du bonheur. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de monter une association. Ça s'appelle La Tablée des Chefs. Alors, vous l'avez dit, la cuisine, c'est le meilleur moyen pour s'ouvrir aux autres. Et là, ceux qui vont en bénéficier, c'est ceux qui mangent de manière équilibrée, évidemment, mais aussi l'équipe, figurez-vous. C'est une brigade culinaire de choc. Ce sont des jeunes qui étaient en difficulté et qui, grâce à la cuisine, vont trouver un peu d'estime d'eux-mêmes. On regarde et on en parle juste après. Savoir cuisiner, c'est lutter contre l'exclusion sociale. Et les ateliers de cuisine de la Tablée des Chefs, c'est leur promettre un bel avenir, parce que quelqu'un qui sait cuisiner, il aura toujours des amis. Le chef arrive, mais tu sais, les chefs, ils ont toujours des emplois du temps un peu chargés, donc il va pas tarder.
Les ateliers qu'on met en place sont destinés à des jeunes plutôt en milieu défavorisé. On fait appel à des chefs bénévoles qui viennent en fait sur leur temps libre rencontrer ces jeunes et l'idée c'est de leur donner les bases d'une cuisine simple pour les diriger en fait tout naturellement vers une bonne alimentation. Bonjour. Aujourd'hui, le chef qui va animer l'atelier s'appelle Alan Geham. C'est un chef qui a un parcours absolument atypique. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui, à force de travail et de cœur, a réussi. Donc effectivement, c'est hyper inspirant pour les jeunes. Quand je suis arrivé en France, en 99, je connais personne. Je ne parle pas français, je n'avais pas de métier et j'avais 200 francs dans la poche. Je sais, vous avez eu d'enfance un peu compliqué, mais il ne faut rien lâcher. Hein. Vous ne pensez pas que c'est fini, là maintenant, je n'ai pas d'avenir. Ce n'est pas vrai, en fait. Il faut être fort dans la tête, fort dans le cœur. Il faut être passionné. Il faut mettre d'objectifs dans votre vie et foncer dans ça. Et voilà, juste pour vous dire. Et aujourd'hui, j'ai ouvert un restaurant il y a 6 semaines. Il y a de très bons retours. Les jeunes peuvent être un petit peu dissipés. Très vite, ils sont rattrapés par la rigueur du chef. C'est-à-dire que les chefs vont tout de suite les encadrer, leur dire attention, je suis là, mais on ne va pas rigoler. On va passer un bon moment, ça va être du plaisir, mais il va falloir travailler. Voilà, juste là, c'est pas bien, par exemple, celui-là. Attendez. Le but aussi, je lui montre les bonnes bases. Voilà. Juste pour les règles d'hygiène, on n'a pas le droit d'éplucher sur une planche. Pourquoi? Parce que vous avez, il y a des rayures, ici, il y a des rayures du couteau. Ici, il y a des sables. C'est-à-dire, quand vous l'épluchez ici, les sables, elles descendent, ils tombent là. Et tout à l'heure, on prend un morceau de viande ou une poisson, on le met là. Et qu'est-ce qu'il fait, la viande? Elle absorbe le sable qui est là, ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. C'est mieux de le faire ici, être nettoyé ou sur une papier ou directement dans un bol. OK? Super. Vous avez de relais. Tranquille. C'est le morceau à côté. OK, ici, voilà, on y va. Ici, on prend l'ail, on le met ici, là, hop, on le fait écraser. OK? Chez moi, la cuisine, c'est ma vie, hein, c'est beaucoup d'émotions. J'essaie de mettre toute cette émotion dans l'assiette. Inverser l'appareil. Aujourd'hui, je peux transmettre toute cette émotion, tous ces sentiments à la cuisine pour ces jeunes-là. Enfin, j'espère qu'ils ont senti ça. On va casser le chocolat et on va couper le beurre. Le chef, il montre qu'il veut instruire les personnes qui sont avec lui. Ça nous met un peu en valeur dans le sens où on s'intéresse à nous, où on prend le temps de pouvoir nous expliquer certaines choses, où on se dit on n'est pas totalement inexistant en fait. Bravo, tu fais ça bien, hein? Là, on va laisser ici, c'est pas grave, c'est bon. On va retourner là-bas pour refaire le volaille. Ok, regardez bien maintenant. Voilà. Je prends une portion, je le mets dans le milieu de l'assiette. Ok? D'accord. Allez, c'est parti. C'est bon, le là, au bord de l'assiette, ça vient un peu sur le poulet, pas sur le poulet directement. Voilà. Allez, à table, s'il vous plaît, celui-là. J'ai bien aimé. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Je remercie beaucoup le chef. Il a pris de temps pour nous apprendre. Sincèrement, ils sont très motivés, ils sont mignons, ils sont polis, ils sont attentifs. Et si un jour quelqu'un a envie de faire un stage dans la cuisine, la grande porte, elle est ouverte. Vos réactions dans un instant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Émilie, Brigitte et Aude. Salut. Bonjour. Les camarades. Brigitte, c'est pour les jeunes, on l'a vu, qui viennent de foyers, qui ont donc connu des difficultés. Et ça se fait aussi dans les écoles. Dans les écoles, alors justement, dans ces ateliers, les enfants apprennent les principes de base d'une alimentation saine et équilibrée. Ils apprennent les techniques de base de la cuisine. Ils apprennent aussi à gérer un budget alimentaire, les règles d'hygiène, les règles de sécurité et aussi à éviter le gaspillage. Au fond, là, on parle de la manière dont on peut finalement se nourrir de manière équilibrée. Ça fait partie de votre formation, ça? Parce que moi, j'ai l'impression que quand on va dans un restaurant, par définition, un restaurant gastronomique, c'est pas tous les jours. Donc, vous ne vous préoccupez pas de savoir si ça nous fait grossir. Soyez sincères. Non. Par contre,
On a un équilibre quand même à avoir dans les plats et aujourd'hui je pense que surtout la nouvelle cuisine, si on peut dire, c'est un petit peu celle que j'ai fait avec mon mari au restaurant, c'est une cuisine équilibrée, mais c'est équilibré aussi parce que les goûts ils ont changé, donc forcément on veut, aujourd'hui on n'a plus envie de manger des plats en sauce avec plein de crème et tout ça, les attentes des clients ils ont aussi changé et finalement ça rejoint les faits de bien manger, donc on va travailler aussi beaucoup de légumes. Enfin, les légumes ils reviennent à fond. Par exemple, dans notre restaurant, on a de 5 plats, 3 c'est des légumes. Donc vous voyez, tout ça, ça revient et ça rejoint les faits que les gens ils sont plus attentifs à manger correctement, à voir aussi où ils achètent leurs produits, de voir d'où vient exactement d'où vient leurs légumes. Est-ce que ça vient ça a pris l'avion pour venir ou ça vient de petits maraîchers à côté? Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est pas bio? Exactement. Exact. Et nous, on a tout à fait, je pense que pour vous deux pareil, on est Oui. Baptiste? La gastronomie, c'est vrai que vous le signalez bien, c'est quand même un repas plaisir. Les gens ne viennent pas souvent, donc vu que c'est exceptionnel, ils veulent. C'est le jour où on se lâche. Voilà, c'est le jour où on se lâche. Vous faites les repas où on se lâche. Voilà, mais c'est vrai que, comme on dit aussi, il y a un air du temps et on est pur. On travaille des plats de plus en plus végétariens, du poisson, de la viande. Ça reste quand même assez équilibré. On n'est pas que sur des protéines ou sur des choses comme ça. Par contre, il est vrai que ça reste des repas plus riches que le quotidien, quoi. De toute façon, votre quotidien à vous, c'est pas des gastro? Non, bien sûr. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, vous confirmez? Oui. Donc vous mangez n'importe quoi? Non, pas n'importe comment? Non. Non, on mange simplement, mais on mange simplement de bonnes choses. D'accord. Ça peut être aussi bien une salade de tomates, mais la salade de tomates, ça sera de la vraie tomate. Nous, on mange des fausses tomates? Non, je dis pas ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait. Mais on en parle souvent ici. En fait, nous, en tant que cuisinier, moi, je fais aucun essai à la maison, quoi que ce soit. Quand je me mets à cuisiner, c'est quand je reçois des gens. Mais pour moi, c'est du basique. C'est du basique, mais c'est du bon produit. Du bon basique. Oui, du bon basique. Alors Brigitte, finalement, ça c'est très grand public, c'est pour ceux qui consomment, pour apprendre aux jeunes à se nourrir. Oui. Mais c'est aussi une manière de détecter ceux qui ont la vocation. Ah oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces jeunes, quand ils arrivent dans ces ateliers, ils se rendent compte que beaucoup des chefs qui sont là sont des personnes qui, elles aussi, ont eu un début de vie difficile. Donc, ça les rassure. Dans un sens, ça les rassure. Et ça les inspire. Ça les inspire. Et donc, certains décident de demander de l'aide à l'association pour avoir un stage en cuisine. Et peut-être que ce seront les futurs chefs qu'on aura, les futurs chefs des étalés que nous aurons en France. Mais alors, ça vous étonne pas finalement de savoir qu'il y a des jeunes qui peuvent être en difficulté scolaire, c'est un peu ce que vous aviez vécu, et qui d'un coup vont se révéler. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que vous l'avez dit, c'est très dur, l'atmosphère dans les cuisines. Chaque fois qu'on voit un reportage, on est estomaqué, nous, de l'extérieur, de voir comme il y a une hiérarchie. Oui, chef, c'est l'armée en fait. Et donc, qu'est-ce que ces gamins qui vont être en difficulté vont réussir à trouver? C'est le rapport humain et l'attention qui va lui être apportée. Il y a plein de métiers où on va se retrouver derrière un ordinateur, quelque chose, on va avoir du mal avec les rapports humains, une hiérarchie qui s'installe, mais pas une hiérarchie saine. Là, il n'y a pas de surprise, on sait à quoi s'attendre. Et c'est des gens avec qui on peut se confier, on est proche au quotidien, il y a une notion d'entraide. Quand le service se commence, on va dire le coup de feu, faut qu'on aille tous dans le même sens. Le seule chose qui doit se passer, c'est le client qui veut manger vite parce qu'il est pressé, qu'il n'a pas envie d'attendre, que quand il paye, il veut que la serviette soit posée au bon endroit et que la cuisine soit assaisonnée comme il le désire. Et donc, c'est toute une manœuvre à faire pour que tout se passe bien. Et donc, il y a un truc en cuisine qui va se créer, une espèce de famille. Il y a le faire ensemble, quoi. Voilà, un noyau, et on va être un peu solidaires et on va tous aller dans le même sens pour que le chef soit content. Et des fois, ça peut donner des repères à des jeunes qui sont en difficulté ou des fois pas en adéquation avec la société ou le milieu du travail. Et ils vont se retrouver dans cette cuisine. Et eux, c'est pas le travail ni les horaires qui leur fait peur. Ce qu'ils ont envie, c'est des repères, de la reconnaissance et d'y arriver. Des fois, de paternité, en fait, des gens qui s'occupent d'eux, en fait, d'éducation. Que peut-être, parce qu'au final, dans leur difficulté, qu'ils se retrouvent dans les foyers et qu'ils n'ont plus de parents aussi, se retrouvent à un instant T avec un chef de cuisine qui est peut-être dur, mais qui a un rôle de père. Et qui met un cadre, de transmettre, des cadres, des limites, transmettre, donner, qui sont, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
les valeurs qu'on a dans une cuisine et dans un restaurant, c'est les mêmes valeurs qu'on a dans une vie de famille. Donc il y a beaucoup de jeunes qui partent dans cette voie au démarrage, qui peut être peut-être pour une voie de garage, mais parce qu'ils s'y retrouvent de ce qui leur manque un peu, vont s'accrocher et vont vouloir apprendre et avancer. Ça se voit souvent qu'il y a pas mal de jeunes qui sont dans de milieux défavorisés ou qui ont une vie difficile, qui arrivent à aller loin dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, et je pense que quelque part c'est normal. Ne serait-ce qu'une trajectoire comme celle de Thierry Marx qui venait des cités du fin fond du 20e arrondissement et qui aujourd'hui est doublement étoilé, a créé cette école cuisine mode d'emploi qui aide aussi les exclus de l'emploi à retrouver de l'emploi. C'est exactement pareil. C'est le moment en fait où l'individu se fond dans le collectif, mais pour se réaliser aussi lui-même, mais au profit du collectif. Ouais, il n'y a pas de niveau, c'est-à-dire on commence en cuisine. De toute façon, on commence aux légumes. Voilà, on commence ça on a tous compris. Oui. Mais voilà, tout le monde est égal, quoi. On y revient après. Oui. Pourquoi? Non, mais c'est vrai, dans le cheminement, on revient. On commence aux légumes, et après... On finit aux légumes. Et maintenant, quand on est chef, on aime bien refaire les asperges, les cèpes. Mais ouais. Mais est-ce que je veux dire que c'est l'un aussi des rares métiers où c'est encore la valeur du cuisinier qui va faire y arriver? Pour devenir un grand chef, au-delà d'avoir de l'argent, des relations ou quoi que ce soit, non, c'est le talent qui est à la base. Et donc des jeunes, ils vont se dire, mais on va pouvoir y arriver si on se donne à fond. Et c'est ça qui est beau. Mais on n'est pas le seul métier, il y en a d'autres. Mais du moins, ça peut en encourager certains. En tout cas, vous en parlez bien. Otto, tu vas nous parler d'une autre initiative qui aide des jeunes en difficulté par le biais de la restauration. Oui, et alors c'est une initiative qu'on vous a dénichée grâce au prix Solidarité Version Femina, qui est notre partenaire, le partenaire de l'émission. Et donc, cette initiative, elle est née de la rencontre entre deux femmes, Isabelle Dubois, qui est avocate spécialisée dans la défense des mineurs, et cette femme, Joëlle Bourrasso, qui est éducatrice spécialisée et qui, elle aussi, donc, travaille avec des jeunes en difficulté. Et elles sont parties toutes les deux d'un constat, c'est que la justice, selon elles, n'a pas grand-chose à offrir aux jeunes entre 16 et 18 ans qui sont sortis de la bonne conduite requise. Ils sont sortis des rails. Ils sont sortis des rails. Donc elles ont eu l'idée de fonder une association qui s'appelle l'association 6-3. Alors le 6-3, c'est le Puy-de-Dôme. Donc ça se passe à Clermont-Ferrand et c'est une association qui est aujourd'hui devenue une entreprise d'insertion qui utilise aussi la cuisine et le service pour permettre à des jeunes de retrouver le chemin de l'emploi. C'est une association qui fournit un job à ces jeunes, un vrai CDD payé au SMIC. Et ça ne se passe pas n'importe où. Ça se passe à la Coopérative de Mai, qui est une grande salle de spectacle à Clermont-Ferrand, très connue. Et c'est loin d'être anodin. En fait, les jeunes préparent les repas et servent les repas aux artistes qui viennent se produire dans cette salle de spectacle et aussi à toutes les équipes, à tous les techniciens. Et c'est loin d'être anodin que ça se passe là-bas. L'association, en fait, considère que c'est important parce que ça montre à ces jeunes qui étaient sortis de l'emploi qu'on peut aller travailler avec le sourire. Souvent, c'est des métiers passion. Tous ces gens qu'ils rencontrent ont un métier passion. Et ça leur montre que on peut aller travailler avec la banane en étant intéressés par ce qu'on fait. Et puis en plus, ils sont très fiers parce qu'ils rencontrent des artistes. Donc ils ont rencontré par exemple Mathieu Chédid. Bientôt, il y a Benjamin Biolay qui va venir. Donc ils attendent avec impatience la venue de Benjamin Biolay. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. Exactement, un univers qui est important. Et le profil de ces jeunes ? Alors, ils ont entre 16 et 20 ans. Souvent, ils sont déscolarisés, désocialisés. Ils sont en rupture familiale, donc personne vers qui se tourner, donc des difficultés à se loger. Donc, quand on a du mal à se loger, évidemment, on a du mal à trouver un emploi. Ils ont, pour certains, commis des délits, déjà des petits délits. Donc, ils sont surveillés de près par le ministère de la Jeunesse et de la Justice. Et eh bien, en fait, ce qu'on leur permet, c'est grâce à l'emploi, grâce à cet emploi et grâce à ce vrai salaire qu'ils reçoivent, de se remettre sur des rails, comme tu le disais, et puis on les aide aussi pour toutes les démarches de la vie quotidienne qui sont parfois un peu compliquées quand on n'a pas les clés pour tout ça. Donc c'est une manière de les responsabiliser par la cuisine et par leur job. C'est une manière de retrouver confiance
parce que c'est des gamins qui pensaient qu'ils étaient bons à rien, en fait, et elle le dit, Isabelle Dubois, et qui réalisent que en 1 heure, ils sont capables de faire des grandes choses eux aussi. Et donc ça révèle des talents, et du coup ça permet à ces jeunes de se remettre dans la société, de retrouver un statut et une place dans la société. Alors, tu vas nous dire dans un instant à quel point ça marche, mais là, effectivement, on est attentif à ça, à leur donner un cadre et donc à leur donner, à voir leur potentiel, leur donner une confiance en eux. Mais dans la vraie vie, dans les cuisines où vous avez exercé, on peut perdre confiance en soi aussi, non? Parce que le rythme est quand même infernal. Bien sûr. À vous, perso, ça vous est jamais arrivé? Ah si, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des jours où on aurait pu arrêter. On a le bout au ventre d'y aller parce que les choses ne se passent pas bien. Est-ce que c'est un truc qui se passe pas bien? Par exemple, le métier qu'on a, c'est un métier qui est sur les fils de rasoir, mais en permanence. Tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ça peut être, par exemple, une commande d'un fournisseur qui va livrer les poissons à 11h30. Ça peut être des produits... Au lieu de quoi? Au lieu de 8h du matin. Donc, on a 30 minutes pour préparer les poissons. Ça peut être aussi quelqu'un qui est tombé malade. Et d'un coup, on a une personne de moins, donc il faut que tout le reste, il absorbe son travail. Ça peut être aussi tout simplement... je me suis engueulée avec mon copain, j'ai pas la tête aujourd'hui, donc je suis dans ma bulle et d'un coup je transmets pas, je mets pas l'amour qu'il faut pour trouver les petits plus dans l'assiette. Et donc vous vous êtes engueulée avec votre copain, ça se sent dans l'assiette? Bien sûr. C'est pas parce qu'il a manqué la sauce, c'est quoi? Si. On a un métier... Moi, c'est ce que je découvre, vous en parlez bien tous les trois, c'est à quel point vous êtes à l'écoute de vous. Il y en a qui ont peur de le dire, mais moi je sais pertinemment qu'un jour sans... le client trouvera ça bon, c'est pas le problème. Ouais. Mais moi, je sais que ce que j'envoie, c'est pas pareil. Ça peut être très bien, mais ça peut être à la fois magique, mais dans le sombre. Ça peut être peut-être pas parfait. J'aime pas dire qu'on est des artistes parce qu'au final, on a un travail d'artisanat. Mais à l'instant où tu décides d'avoir une personnalité dans ton assiette, c'est comme si c'est toi qui as le pinceau. À un moment donné, en plus c'est sur des coups de feu. C'est-à-dire que c'est très dynamique, c'est très speed. À un instant T, tu t'engueules pendant le service avec quelqu'un, peut-être que le lâcher dans l'assiette va faire la cuisson, la flamme, la maîtrise de la flamme. Il y a plein de choses qui... c'est très compliqué à gérer. Vous arrivez à l'imaginer ça? Que du coup l'humeur va se sentir dans l'assiette. Ah oui, j'ai déjà eu des assiettes les coquillettes rupture amoureuse. Les coquillettes sont trop cuites. L'assiette rupture amoureuse, t'as jamais eu toi Frédéric d'assiette? Je fais exprès de rater. Il n'y a plus rien à faire. Non mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que bien sûr que c'est bon parce qu'on est, avant tout, on est des professionnels, donc on travaille, il y a des automatismes quand même, donc on sait cuire. Mais par contre, on ne va pas chercher plus loin. Voilà, on ne va pas aller chercher plus loin. On va rester dans les minimums, c'est-à-dire bien cuire, bien assaisonner. On ne va pas aller dire, allez, on peut aller encore plus loin dans les saveurs. Et les clients, ils vont manger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va dire, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et on ne veut pas ça. Et le c'est bon, c'est pas c'est bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Ultra perfectionniste. Faut arrêter avec c'est bon. Voilà, les c'est bon, vous dites non, plus. Non, le pire, c'est pas mal. Ah oui, il est pas mal, c'est... pire, c'est pire, en effet. Ouais. Alors, est-ce que ça marche, cette réinsertion par la cuisine? Oui, il y a plus d'une centaine, ça fait 16 ans que l'association existe, et il y a plus d'une centaine de gamins qui se sont réinsérés grâce à cette association. Alors, soit ils continuent dans la restauration, en cuisine ou dans le service, soit ils font autre chose, mais en tout cas ce qui compte pour cette association, c'est de redonner le goût du travail à ces jeunes. Donc de toute façon, pour eux, une fois que les jeunes construisent leur vie et trouvent un job par la suite, que ce soit dans la restauration ou pas, le pari est gagné. Merci Aude. Alors Émilie, là aussi il s'agit d'aide et c'est une entreprise solidaire qui aide les cuisiniers réfugiés à travailler en France. Oui, donc je vous apprends rien, quand on est réfugié, c'est hyper difficile de pouvoir exercer son job, même si parfois on est extrêmement qualifié. Donc il y a pléthore de métiers qui sont concernés par ça, mais je me suis intéressée aux chefs cuisiniers. Alors, bien évidemment, quand ils arrivent en France, ils arrivent avec leurs recettes, les recettes de leur pays, ils arrivent avec leur savoir-faire, leur talent, leur modus operandi, et il ne se passe rien. Ils ne peuvent pas cuisiner. Et partant de ce constat, il y a deux jeunes entrepreneurs, Aude va nous montrer leurs photos, Sébastien et Louis, qui se sont dit, nous on a envie de leur venir en aide et on va donc créer un traiteur solidaire qui va donner de l'emploi à ces réfugiés et qui en plus va permettre aux Français
de découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles recettes. Voilà, c'est... Pourquoi ils ont lancé cette initiative, eux ? Alors, eux, et justement, je pense que ça va faire écho avec ce qu'on diffuse comme message ici sur Mille et une vies, c'est que ça faisait 4 ans qu'ils bossaient dans la finance, dans le marketing, et ils ont tout plaqué. Et ils ont lancé ce traiteur solidaire pour aider les réfugiés. Donc ça veut dire qu'ils leur donnent un job stable, ils les stabilisent, ils leur permettent de s'insérer dans notre société. Et en plus, ils nous permettent de vivre des véritables voyages gustatifs. Alors, est-ce que vous connaissez les mentis tchétchènes ? Les mentis, c'est une recette ? Donc les mentis tchétchènes, ce sont des raviolis à la vapeur de viande avec une sauce aneth et poivron. Et tu sais les faire au moins ou Alors non, parce que bon, je m'y suis pas risquée. Et le muamara. Le muamara, c'est éthiopien. Le muamara, c'est syrien et c'est un caviar de poivron rouge avec de la grenade et des noix. C'est là peut-être, non ? C'est là. C'est ça. J'ai vu un sourcil de Mathieu se lever. Le poivron rouge, grenade et noix, ça me donne une petite bonne idée. C'est vrai. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit, vous entendez l'ingrédient et d'un coup, ça se mélange dans votre cerveau et ça arrive jusqu'à votre palais. Le goût arrive, ouais. Et c'est drôle parce qu'à Lyon, j'ai eu l'opportunité de participer à quelque chose comme ça, que la mairie avait mis en place justement. C'était la semaine d'intégration, ça se passe tous les ans à Lyon. Et c'est exactement comme ça. C'était pendant une semaine, j'ai donné des cours à des cuisiniers étrangers. Et pour eux, moi j'étais un exemple, donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette demande-là, parce que je suis étrangère aussi. Et j'ai passé donc une semaine à donner des cours et de transcrire en fait c'est qu'eux, ils avaient comme bagage culinaire par rapport à la France. Et c'était drôle, parce qu'à la fin, ils m'ont tous invité chez eux pour manger ou les couscous ou de partout. Et c'était génial. Et alors, ces deux garçons, comment est-ce qu'ils entrent en contact finalement avec les jeunes réfugiés ? Grâce à des associations comme France Terre d'Asile ou Singa qui accueillent en fait ces réfugiés en France et se font donc le relais. Donc ils leur recommandent des profils de cuisine. Alors ça peut être des profils professionnels, c'est-à-dire des cuisiniers qui étaient cuisiniers dans leur pays, mais ça peut être aussi des passionnés qui ont une solide expérience, prêts en tout cas à mettre les mains dans la pâte. Donc c'est un traiteur qui existe. On peut faire appel à ce traiteur si on est en région parisienne. Exactement. Et donc c'est un traiteur solidaire et qui fait des recettes du bout du monde. Exactement. Et surtout, c'est un traiteur qui, pour le moment, ne s'adresse que aux associations, aux entreprises et aux collectivités locales. Mais leur ambition, c'est de créer, grâce à du financement participatif, parce qu'ils ont fait une collecte de 20 000 € et ils espèrent arriver à 30 000 pour pouvoir lancer un service de livraison qui va leur permettre de livrer des plats, des saveurs du monde aux particuliers. Et puis, alors, le rêve ultime, comme vous vous en doutez, c'est pouvoir ouvrir un restaurant à Paris où, effectivement, les menus changeraient toutes les semaines et seraient thématisés en fonction des pays d'origine. Et je tiens à préciser qu'il y a aujourd'hui 9 salariés réfugiés en CDD. Donc, c'est déjà pas mal, en sachant que le traiteur solidaire a été créé il y a moins d'1 an. Voilà, l'économie solidaire, on aime beaucoup ça ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais vous remercier tous les trois pour votre authenticité. Il y a beaucoup de douceur quand vous racontez les choses. Et je n'arrive pas à vous imaginer en cuisine en train de hurler sur tout le monde. Non, c'est fini ça. C'est fini ? C'est démodé ? Oui. Moi, je m'étouffe quand je crie, donc... Non, mais c'est l'image qu'on a quand même de ce milieu dans lequel vous êtes, où c'est très hiérarchisé, on n'a pas le temps de faire des formules, c'est ça va très 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 vite. Je pense qu'on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Ouais, c'est vrai ? Non. Si tu arrives à être un modèle à tes gars, c'est comme une équipe de foot. Tu as toujours un leader qui insuffle l'énergie, le souffle, qui n'est pas obligé de gueuler, c'est juste parce qu'au final, les gens prennent conscience d'eux et au final te suivent. Donc oui, des fois, il peut y avoir des clashs où ça se passe pas bien, mais moi je préfère mieux que quand ça se passe pas bien. À chaud, ça sert à rien parce qu'au final, il y a le service qui se passe et la priorité, c'est les clients. Le lendemain, plutôt se poser avec les gens, essayer de comprendre parce que des fois, ce qu'ils font de négatif, des fois, il faut un peu aussi, en tant que patron, se remettre en question parce que ça révèle quelque chose. C'est peut-être nous qui avons mal amené quelque chose. Avant de rentrer dans le conflit et de gueuler, il vaut mieux prendre du recul et essayer de régler ce problème-là pour qu'au final, ça puisse se construire et que les gens décident de rester avec toi et aient envie de continuer à travailler avec toi.
Bon, nous, en tout cas, on a envie de vous revoir. Est-ce qu'on va venir vous voir dans vos restaurants? Donc, c'est à Paris, à Lyon et en Bretagne. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. J'espère que vous avez réussi à transmettre ce que vous aviez envie de transmettre. Oui, je pense que oui. Ouais. Bon, en tout cas, merci. On vous a trouvé très attachant. Merci à vous. Merci les camarades. Merci à vous pour votre attention. Et on se retrouve très très vite sur France 2. Merci. Les invités que nous recevrons demain sont la preuve que les liens d'amitié sont parfois plus forts que tout autre sentiment. Pour moi, c'est comme un frère. C'est une relation qui est très très forte. C'est un lien qu'on a définitivement. Atteinte d'une maladie, Odile finit par devenir non-voyante. Après avoir longtemps caché son handicap, cette mère de famille va s'initier à la course à pied. J'avais honte, en fait, de mon handicap. Et là, donc, en faisant mes balades, j'entendais ces gens qui couraient autour de moi. Et je me dis, mais tiens, mais je pourrais courir avec mon chien. Je crois que 6 mois après, je faisais déjà mon premier marathon. Odile court avec plusieurs voyants, dont certains se révèlent un peu trop possessifs. Mais grâce à sa rencontre avec Gérard, tout va changer. Gérard est différent. En fait, son regard me correspondait vraiment. Je dis toujours, avec tes yeux, j'ai l'impression de voir. Joe est diabétique et va vivre longtemps avec cette maladie sans trop se poser de questions, jusqu'au jour où ses reins finissent par le trahir. L'état de mes reins nécessitait en fait une transplantation. J'en avais besoin pour vivre. C'est grâce à la bonté d'Étienne, un collègue de travail, que Joe va renaître. Un don de soi qui le bouleverse encore aujourd'hui. Quand j'ai connu Joe, je me suis dit, si un jour je pouvais l'aider, j'hésiterais pas. Donc ça fait tilt et je lui dis, écoute, je suis prêt à donner un de mes reins. C'était une générosité sans pareil. À ma connaissance, je connais personne qui fait ça.